Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo de nutrition et diététique. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment évaluer le statut nutritionnel d'une personne. En fait, c'est le point de départ, je dirais, de la prise en charge diététique. Avant de savoir si la personne a besoin de conseils nutritionnels et de décider quel conseil nutritionnel on va lui donner, c'est important de savoir si elle a un bon statut nutritionnel ou un mauvais statut nutritionnel. Alors le premier indicateur qu'on va utiliser, c'est le BMI ou IMC, donc Body Mass Index ou indice de masse corporelle. C'est en fait l'indicateur, je dirais, le plus connu au niveau de la nutrition et diététique. Et donc le BMI, il va indiquer un rapport entre le poids et la taille. Et on va surtout s'intéresser à son évolution plutôt qu'au BMI à un instant donné. Alors ici, je vous ai mis un tableau qui concerne les adultes. Et en fait, on va déjà commencer par voir comment calculer le BMI. Donc, si vous regardez en haut à gauche, vous avez la formule du BMI. Le BMI, c'est le poids exprimé en kilos divisé par la taille exprimée en mètres. Et la taille doit être au carré. Donc, on fait taille fois taille. Et en fait, l'interprétation, elle va être différente selon la tranche d'âge dans laquelle on se trouve. Donc ici, on va voir l'interprétation pour les adultes, mais on aura une interprétation différente pour les enfants et on aura également une interprétation différente pour les seniors. Donc en fait, chez un adulte, on a un résultat qui est généralement entre 20 et 25 pour le BMI. Si on est en dessous de 18,5, on va estimer que la personne est en maigreur. Si on est entre 18,5 et 20, on estimera qu'elle est plutôt dans un stade de minceur. Entre 20 et 25, elle est à poids normal et entre 25 et 30, elle est en surpoids. Et en fait, si on regarde la ligne du bas, on voit que c'est entre 20 et 30 que le risque est le plus petit. Si on va au-delà de 30, on sera en obésité et le risque il va augmenter, surtout si on passe au-delà de 35. Là, on est en obésité morbide. Donc, obésité morbide, ça veut dire qu'il y a presque automatiquement des troubles liés au surpoids, comme par exemple le diabète, l'hypertension artérielle, des problèmes orthopédiques. Mais vous voyez que déjà, si on est entre 18,5 et 20, le risque d'avoir un effet sur la santé est déjà un risque moyen. Et il est élevé à partir d'un BMI en dessous de 18,5. Après, cette interprétation-ci, elle est sur base de moyenne. Vous pouvez trouver des personnes qui ont vraiment une ossature très fine, qui ont un poids naturellement très bas et qui n'ont pas un grand risque élevé parce que leur BMI est bas, mais il est naturellement bas. Par contre, elles ont très peu de réserves. Donc ça veut dire que si ces personnes tombent malades et qu'elles ont une grosse perte de poids liée à leur maladie, elles n'auront pas énormément de réserves. Et c'est des personnes chez qui il faudra très rapidement mettre en place une nutrition soit parentérale, soit entérale. Donc une nutrition de préférence en utilisant le tube digestif, mais si c'est pas possible, on mettra des perfusions. Alors ici, c'est l'interprétation du BMI, mais pour les seniors. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'un senior, il devrait avoir un poids plus élevé qu'un adulte, principalement parce qu'il est à risque plus élevé de développer certaines maladies et donc d'avoir besoin d'une réserve. Chez un senior, on va s'inquiéter si le BMI est inférieur à 21 et on préférera un BMI qui est situé entre 23 et 30. On estime que le risque, il est faible même jusqu'à 35 parce qu'une personne qui a atteint l'âge gériatrique avec un surpoids, avec une obésité, finalement, c'est une personne qui est assez insensible aux dégâts que l'obésité peut créer sur la santé. En fait, tout le monde n'est pas égal face au risque du surpoids sur votre santé. Alors ici, on voit l'interprétation du BMI pour les enfants et pour les enfants filles. La dièse suivante, on verra pour les enfants garçons, mais c'est globalement la même chose. Et en fait, ce sont les courbes de corpulence. Et on voit que la courbe, normalement, elle va augmenter jusqu'à 1 an. Donc le BMI, il augmente jusqu'à 1 an. Ensuite, il diminue pour réaugmenter progressivement après 6 ans.
Et le but dans les courbes de croissance, ça serait de rester toujours sur la même courbe, donc toujours entre les 2 lignes foncées et toujours plus ou moins à même distance de ces 2 lignes. Après, il peut y avoir des petites variations, mais on estime que des variations plus grandes, c'est une cassure de la courbe, voilà, qui soit s'envole vers le haut, soit descend, mais dans les 2 cas, ça doit être interpellant. Et donc, voilà, là c'est l'interprétation pour les filles et ici l'interprétation pour les garçons. Alors après le BMI et donc surtout l'évolution du poids qui est le premier critère auquel on va s'intéresser, on va également s'intéresser à la biologie, donc la prise de sang. Et pareil que pour le BMI, ça sera surtout l'évolution qui va nous intéresser que la prise de sang juste à un instant bien précis. Et dans la prise de sang, on va particulièrement s'intéresser au taux d'albumine et au taux de préalbumine. C'est intéressant de prendre les deux parce qu'en fait, ça nous permettra de dater la dénutrition. Donc, si les deux taux sont corrects, eh ben, il n'y aura pas de dénutrition. Et ensuite, en fonction des valeurs, on va pouvoir considérer si on est dans une dénutrition modérée, dans une dénutrition sévère ou dans une dénutrition profonde. Mais surtout en regardant les deux taux, on va pouvoir savoir si on est dans un début de dénutrition, si on est dans une dénutrition déjà bien installée, ou si le traitement, donc la prise en charge de la dénutrition fonctionne. Donc si on a un taux de préalbumine qui est trop bas, mais un taux d'albumine qui est normal, on va pouvoir considérer qu'on est dans un début de dénutrition. Si les deux taux sont trop bas, on sera dans une dénutrition bien installée. Et à partir du moment où on va prendre en charge la dénutrition et que la prise en charge sera adaptée, on va avoir un taux de préalbumine qui redeviendra normal, mais au départ, on aura un taux d'albumine qui est toujours trop bas pour ensuite arriver à avoir les deux taux, donc albumine et préalbumine, qui seront normaux. Donc là, on sera sorti de la dénutrition. Alors la troisième chose qu'on va utiliser pour évaluer si une personne est à risque de dénutrition ou pas, ce sera les questionnaires spécifiques. Et là également, on va en utiliser des différents en fonction de la tranche d'âge des personnes à qui on s'adresse. Pour les adultes, on utilisera comme questionnaire le SNAQ. Ça sera donc un questionnaire qui va particulièrement s'intéresser à l'évolution du poids de la personne et à ses apports alimentaires. Pour les personnes âgées, on utilisera le MNA, qui est un questionnaire qui s'intéressera, comme pour les adultes aussi, à l'évolution du poids et des apports alimentaires, mais qui va aussi s'intéresser à l'autonomie. Donc chez les personnes âgées, une grande partie de la dénutrition, contrairement à chez les adultes, sera due à la perte d'autonomie, principalement parce que la perte d'autonomie chez les personnes âgées est généralement progressive et donc la personne âgée se laisse progressivement aller sans jamais demander d'aide. Pour les enfants, on ne va pas vraiment utiliser un questionnaire particulier, mais on va voir où ils en sont au niveau de leur poids par rapport au poids qu'on s'attendait à voir sur la balance. Donc on va reprendre leur courbe de croissance. L'idéal, c'est s'il y a un carnet ONE par exemple où le pédiatre a noté à chaque fois le poids et la taille dedans, et on va prolonger cette courbe-là et on verra quel est le poids attendu. Donc c'est ce qui est mis en rouge ici sur le dessin. Ensuite, on pèse l'enfant et on indique le poids actuel sur la courbe. Donc ici, il est indiqué en bleu. Et puis, on voit le rapport entre les deux. Et selon l'écart entre les deux, on sera dans une dénutrition plus ou moins importante. Donc, grade 1, 2 ou 3. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'on peut avoir une variation tout en restant dans la normalité. Donc l'enfant, il ne doit pas toujours être pile poil sur sa courbe de croissance, il peut s'en éloigner un petit peu vers le haut ou vers le bas, mais l'important c'est que l'écart ne soit jamais plus grand que 10%.
Et du coup, vous avez besoin de d'autres courbes de croissance par rapport à celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc les premières courbes de croissance qu'on a vues pour les enfants, c'était des courbes de corpulence. Donc elles vous donnaient l'évolution du BMI. Ici, si on veut voir l'évolution du poids, on va devoir utiliser d'autres courbes qui vous montrent à la fois le poids d'un côté et la taille de l'autre. Et donc ici, vous avez celle pour les filles et juste là, celle pour les garçons.